RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 € par jour. Guadeloupe, actualité. Il faut savoir que nous, pour rénover cette marina, quand on a répondu à l'appel d'offres pour exploiter cette marina, dans la réponse à notre appel d'offres, avec notre business plan, parce qu'elle était en état de délabrement total. Donc quand on voit au jour d'aujourd'hui, tout est à recommencer, parce que finalement, j'ai eu le tableau hier à 2,2 millions. Bon, peut-être qu'il n'y aura pas autant, mais c'est ce qui a été évalué par les experts dépêchés par le conseil départemental pour la commune de Roubert. La marina Riversant, c'est 2,2 millions d'euros. C'est vrai qu'on est un petit peu inquiet après 2 années difficiles de Covid. Cette année, la Route du Rhum, on avait imaginé qu'on allait pouvoir faire une belle saison touristique. Et c'est vrai que là, on est un petit peu dépité et surtout très inquiet. Parce qu'aujourd'hui, les professionnels de la mer sur le site, certains ne peuvent déjà plus travailler et d'autres sont un peu dans l'inquiétude. Est-ce que le sable va venir envaser complètement la marina ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer encore à travailler ou pas ? C'est vrai que c'est une grosse inquiétude. Quand on a 33 bateaux qui sont ensevelis, dont des professionnels de la mer qui vivent de ça, je ne sais pas, et on évalue à plus de 10 000 mètres cubes de sable et de gravats à sortir de la marina, la réponse de dire que c'est pas grave, ça ne me satisfait pas. Voilà. Dans le pire des cas, si jamais on ne pouvait plus exploiter nos entreprises, est-ce que l'État pourrait être là pour venir sauver nos salariés ? Parce que c'est aussi les salariés qui risquent de se retrouver au chômage. Et puis aussi soutenir les entreprises, peut-être par des dispositifs d'exonération de charges, pour qu'on puisse tenir le coup jusqu'à ce que la marina soit de nouveau accessible à toutes les entreprises et pour qu'on puisse travailler normalement. Cette usine est présente ici depuis 1961, donc c'est une usine qui a tout connu, toutes les catastrophes naturelles qui sont passées par la Guadeloupe et principalement par la Basse-Terre. Et ça a été la grande surprise pour tout le monde parce qu'aujourd'hui on a toujours eu des infiltrations d'eau, des choses qui viennent par le toit, des infiltrations très légères avec des inondations mais d'eau claire. Et aujourd'hui c'est la première fois qu'on a dans cette usine clairement la rivière qui a traversé l'usine pendant quasiment la moitié de la nuit et qui a conduit aujourd'hui au désastre qu'on a devant nous, donc du sable, de la boue, de l'eau avec une perte énorme depuis nos matières premières jusqu'à nos produits finis, en passant par tout notre outil de production industrielle. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe globale simplement parce qu'on est un acteur majeur et un acteur incontournable, notamment de la production d'emballage dans les Antilles françaises, la Guadeloupe principalement et la Martinique également. Et c'est tous nos clients aujourd'hui qui se retrouvent face à une impasse aujourd'hui. On avait quand même beaucoup de partenaires sur les 2 îles à qui on distribuait l'essentiel de leur emballage pour tous les produits agroalimentaires. Le carton, c'est un monde un peu absent qu'on ne voit pas parce que c'est des emballages qui servent à transporter un produit fabriqué du lieu où les productions. Tout le monde achète son paquet de biscuits mais ne se doute pas qu'il était dans un carton de 24. En tout cas, n'y fait pas attention et c'est là que nous, on intervient. Et aujourd'hui, c'est toute la chaîne qui va être touchée malheureusement. Et puis au-delà de ça, surtout le plus important derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui emploie aujourd'hui 40 personnes en Basse-Terre et aujourd'hui, c'est une industrie, c'est 40 familles derrière qui se retrouvent impactées directement et autant de sous-traitants, des transporteurs de conteneurs, des chauffeurs-livreurs et tout ce qui s'ensuit, des sociétés sous-traitantes pour toute la maintenance et tout ce qui s'ensuit ici, qui vont se retrouver avec un acteur majeur, en tout cas en difficulté sur les îles. C'est la seule usine, la seule cartonnerie de la Guadeloupe, en tout cas des Antilles françaises aujourd'hui. Par le passé, il y avait une cartonnerie en Martinique par le passé, mais en tout cas, c'est la seule aujourd'hui cartonnerie ouverte en Guadeloupe. Après, dans la Caraïbe, dans toutes les grandes Antilles, il y a encore des cartonneries qui sont présentes avec d'autres entités dans les grandes îles et dans les plus petites îles également. Mais aujourd'hui, ça reste un acteur majeur pour les 2 territoires français de la Caraïbe, la Martinique et la Guadeloupe. Ça, par contre, c'est très important. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est un vecteur d'emploi dans une zone géographique qui aujourd'hui est en difficulté sur ça. On a dans nos îles des taux de chômage records à notre grand désarroi. Et aujourd'hui, ça reste une grande problématique pour nous. C'est que demain matin,
matin. On n'a pas l'ambition de s'arrêter là. On va quand même redémarrer, on va quand même continuer à travailler. Par contre, cela nécessite que derrière ça, on ait du monde pour travailler, on ait des gens. Donc on a la chance d'avoir les équipes dévouées sur ça. Après, ça reste des travaux qui vont durer longtemps parce que les dégâts sont énormes. Mais par contre, on va avoir des solutions à moyen et à court terme à proposer pour continuer, et même à court terme pour continuer à fournir nos clients avec de l'importation, avec des usines partenaires en Europe notamment. Et là, pouvoir continuer à fournir l'essentiel de notre clientèle sur les 2 îles, la Guadeloupe d'abord et la Martinique. Alors nous sommes sur le stade des Abîmes et depuis une semaine, nous collectons des dons en faveur des sinistrés de la tempête Fiona. Les Guadeloupéens ont répondu massivement à notre demande. Ils viennent chaque jour. Alors au début, nous manquions d'eau pour la population sinistrée, mais maintenant, les choses ont bien commencé, ont bien démarré. Nous recevons de l'eau, mais il manque un peu d'eau quand même. Il manque du lait. Nous avons énormément de vêtements et ça se passe très très bien. Là, et nous avons aussi des bénévoles qui viennent donner un coup de main parce qu'il faut trier tout ce qu'on reçoit, mettre par carton, par série, de façon à pouvoir desservir les différentes communes. Là où la coopération entre en jeu, c'est qu'on a eu une association, entre autres, l'association de la jeunesse d'Haïti internationale, qui est venue nous porter des dons, mais qui également est venue nous aider à la mise en boîte. Et donc on a été très très touchés par cette action. Aujourd'hui, nous avons arrêté tout ce qui est vêtements, puisque c'est vrai qu'on en a beaucoup. Ce qu'il nous faudrait encore, ce sera beaucoup d'eau, de l'eau, du lait, le matériel scolaire, etc., des lits, des matelas, tout ce qu'on peut nous ramener d'autre, sauf les vêtements. Nous avons déjà livré aux Abîmes, au CCAS des Abîmes. Nous avons livré à Sainte-Marie-Capester parce qu'il y avait une demande urgente. Aujourd'hui, les livreurs sont partis sur Goyave et nous nous apprêtons à partir lundi à Baïf. Après, ce sera Bastère, Vieux Habitants, et ainsi de suite. Avant d'arriver, le rivière là pas comme ça. Ça veut dire que ça peut évoluer très très rapidement. Donc la conduite à tenir quand on va en rivière, quand on est aux abords de rivière, c'est un peu là où on va insister et surtout sur tout ce qui est problème de sécurité. Parce que là, depuis les événements Fiona, on a eu à déplorer un mort, ça n'avait rien à voir avec de la randonnée, mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont privés d'eau. Donc, ce qu'il a fait, c'est que nous avons le monde qui a lavé vaisselle, qui a lavé neige compte en temps avant en rivière, mais fournir des règles. Alors, je dis là, nous, ni bon soleil, mais ça ne veut pas dire qu'en haut, en montagne, il n'y a ni soleil. Donc, la pluie a tombé et ça peut aller très vite. Les anciens, les OTK en rivière, quel que soit pour eux, soit pour eux faire effet à eux, qu'on lave linge ou bien baigner, ils ont pas un repère. Donc, spontanément, les gens qui sont en rivière comme ça, macaquement, ils ont venir, ils ont marqué en côté. Moi, arrivé, moi, là, on jamais été en roche et en véatif. En cas de voir s'il pas prendre de l'eau. Et si jamais roche en moins prendre de l'eau, donc à ce moment-là, ça a un comportement qui a changé. Deuxième bitin, c'est que au cas de feuillage, branche qui descend, l'eau là a changé couleur. Alors aujourd'hui, on n'aura pas forcément les branches et les feuilles parce que vu que ça a été nettoyé des deux côtés sur des largeurs qui sont par endroits phénoménales, donc on n'aura peut-être pas les branches et les feuilles, mais la couleur elle change. Tout à l'heure, il y a 15 minutes de ça, elle n'était pas de cette couleur. Ça veut dire qu'en montagne, on a des zones pluvieuses. Donc l'eau là, forcément, nous pas vrai. Alors je dis là, c'est encore plus dramatique, c'est que t'es là pas capable absorber encore, il va après rien. Donc, depuis un petit de l'eau fait un petit la pluie, ça va couler tout partout. Et donc, les risques d'inondation sont beaucoup plus nombreux et on peut avoir des accidents. On ne doit pas être en rivière en période de pluie. Ça, c'est clair. Si on y est pour de l'agrément ou pour autre chose, il fait beau, on prend un marquage. On prend un marquage, une roche qu'on pose ou un rocher qu'on ne va jamais quitter des yeux. Dès l'instant qu'il y aura des clapots dessus, on saura que le niveau est en train de changer. La rivière nous donnera des indices du genre les feuilles, les brindilles, la couleur qui changera. Donc à ce moment-là, il faut sortir. Une chose que j'ai oublié de dire, le grondement, on l'entend aussi. Si on est attentif, on a le débit, on entend le bruit qui est constant, mais on a aussi un grondement qui annonce la vague, qui peut être, qui peut être subite.
Donc voilà, toutes ces choses-là, il faut les prendre en considération et ne pas minimiser la rivière, l'eau, parce que ça a de la force, ça a de la puissance. On l'a vu ces jours-ci, ça peut déplacer des blocs entiers. Une chose qu'on a oublié de dire, c'est concernant les enfants. Si on est avec des enfants en rivière, parce que l'incident qu'il y a eu ces jours derniers met en cause des jeunes, pas gens là, des petits mounards, sans surveillance, restez-y aussi, tout ça en dit avant, important, mais gardez ces petits mounards, vigilance. Informez-vous, baillez les informations. Pas laisser partir tout le des IA. Dès l'instant, pas avoir dans le champ visuel, c'est important d'inquiéter. À d'autres l'eau comme ça qui trouble, on petit monde qui tomber ou pas vrai, ou pas vrai. Allez chercher, ou l'on va chercher ou payer ça, en quelle direction aller. Donc c'est important. Si mon de l'eau, on monde en adulte, pas gens qui a la gueule des yeux. En fait, la commission des très petites entreprises de la Chambre accompagne beaucoup les TPE, les très petites entreprises, qui n'ont pas peut-être souvent droit aux informations qu'ont les très grandes entreprises. Et donc, après réflexion, j'ai proposé à la commission de mettre ce sujet sur la table parce que c'est un sujet complexe, compliqué, opaque, difficile à comprendre parce qu'il y a plusieurs taux, il y a des différents taux selon les articles, il y a des différents taux. Les gens voulaient savoir aussi à quoi sert cet octroi de mer, si c'est un impôt, si c'est une taxe. Donc il y avait véritablement un besoin de savoir, je vais dire. Je crois qu'il y a des pistes d'amélioration du fonctionnement d'octroi de mer. Permettre, par exemple, à ceux qui la payent, de pouvoir la payer au moment où ils vendent le produit au client final, comme ça fonctionnerait pour la TVA, je crois que c'est possible. Aussi, pouvoir ne pas rajouter de l'octroi de mer et de la TVA sur l'octroi de mer, c'est possible aussi. Mais plus généralement, ce que j'ai eu à dire dans cette conférence, c'est que l'octroi de mer est le seul outil d'autonomie fiscale dont disposent les départements d'outre-mer. Aucun département de France ne dispose d'une capacité à prélever l'impôt, il n'y a que nous. 300 millions d'euros. Est-ce que c'est suffisamment bien dirigé vers la production locale? La réponse est non. Les fonds doivent être mieux dirigés vers la pêche, l'agriculture, l'agrotransformation, qui nous permettrait d'être plus forts dans la production locale. Est-ce qu'elle doit être supprimée? À mon avis, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt regardez pourquoi il n'y a pas vraiment de problème d'octroi de mer à Mayotte ou en Guyane, parce qu'eux, ils ont un taux de TVA à 0%. Eh bien, allons vers un taux de TVA à 0% pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, qui permettrait de soulager vraiment les familles et de leur permettre d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Voilà ce que je propose. C'est la question qui a été posée aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que c'est une fiscalité adaptée à notre région. Et donc, on a soulevé plusieurs questions en soulevant ce premier point-là, à savoir est-ce qu'on en a besoin en termes de ressources pour notre région, pour les communes? Est-ce que c'est un impôt qui est facile à collecter? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui concernent cet impôt qui doivent être améliorés? Et je pense qu'effectivement, on a retenu l'idée de dire que c'est essentiellement un outil d'autonomie fiscale. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on va aller vers plus d'autonomie fiscale ou moins. Et dans le cadre de la décentralisation, faire un pas en arrière, ce serait peut-être un choix risqué. Alors, la ville est partenaire à cette association pour sensibiliser le diabète parce que nous estimons que notre population, nous devons protéger notre population par rapport à toutes ces pathologies. Par conséquent, depuis, je dirais, aujourd'hui, et je sais aussi la semaine prochaine, nous aurons une campagne pour sensibiliser la population avec ces associations qui sont très impliquées pour l'information, que ce soit pour les addictions au tabac, par rapport, je dirais, au diabète, par rapport aussi à l'alcoolologie. Donc, ce sont des associations que nous devons accompagner et qui permettraient précisément de protéger nos populations. Cette semaine, c'est la 11e semaine de prévention du diabète. Et chaque année, il y a un thème. Et cette année, le thème, c'est tabac et diabète. Parce que le tabac est un facteur qui peut déclencher le diabète. Mais aussi, c'est un facteur qui complique le diabète. Donc, pour nous, il est essentiel de prévenir et que cette journée soit vraiment une journée de formation, mais aussi de prévention. Nous avons une volonté politique de protéger nos populations et pour, je dirais, la prévention, prévenir vaut mieux que guérir. Par conséquent, il vaut mieux que nous ayons ces préventions qui nous permettraient d'avancer sur la santé. Je suis venue me renseigner pour recevoir des
des renseignements pour le sport, au sujet de la santé, quoi. Il existe, on va dire, 3 types de diabète sucré. Le diabète de type 1 qui va toucher le jeune, l'enfant. Le diabète de type 2 qui va toucher l'adulte en règle générale. Le jeune aussi qui est en surcharge pondérale. Et le diabète gestationnel. Mais en Guadeloupe, comme un peu partout ailleurs, c'est le diabète de type 2, le diabète qui touche l'adulte, qui est prédominant. Le diabète de type 1, c'est environ 10% de la population diabétique elle-même. C'est bien, ça donne une prévention pour que les gens soient moins atteints, soient moins malades, et puis feront attention à leur santé. Venez assister, venez prendre des informations sur le stand, sur ce village qui est important pour nous, pour conseiller et transmettre ces informations à d'autres qui ne sont pas pu venir. Je suis chargée de faire des animations de sensibilisation sur les iguanes des Petites Antilles. Donc c'est un réseau d'acteurs qui œuvrent pour la restauration de ces populations-là qui sont en danger d'extinction. Nous avons grâce au fonds public, mais aussi de l'ONF qui est par ailleurs coordinateur du réseau, des fonds européens et de la région ainsi que de l'ADEAL qui nous permettent d'aller au plus près de tout public. Donc là, nous avons les scolaires et nous faisons aussi le plus possible d'événements grand public pour montrer qu'il y a 2 iguanes en Guadeloupe. Un qui est un vrai patrimoine naturel. C'est pour ça que la ville de Sainte-Anne nous accueille au centre culturel à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Donc c'est un patrimoine naturel qu'il faut au moins montrer, connaître et aussi reconnaître l'iguane rayée qui est une espèce exotique invasive et qui prend le dessus sur ce petit iguane pays qui ne fait pas le poids et qui malheureusement disparaît de la Guadeloupe. Donc nous en retrouvons maintenant en bonne santé, des populations en bonne santé, sur la réserve de Petite Terre et sur la Désirade. Donc là, les gestionnaires, la Sotité et l'ONF œuvrent vraiment pour et sont très vigilants à l'arrivée d'un iguane rayé qui pourrait compromettre l'avenir des iguanes pays. Donc les Désiradiens maintenant ont vraiment le réflexe et les connaissances qui permettent de réagir au plus vite dès qu'un iguane rayé est observé. En tout cas, ça a été le cas sur la Désirade. À ce moment-là, il faut capturer l'animal pour pas. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.